disais, je ne sais pas si vous avez eu cette information, donc je la répète. Aujourd'hui, le programme, c'est trois choses. Tout d'abord, on va discuter des cours à distance, des problèmes liés aux cours à distance que vous voyez, on peut tous subir, de l'examen, comment ça va se dérouler cet examen jeudi prochain. Et puis finalement, on va parler un peu de la séance on va parler un petit peu du contenu du cours en faisant une séance de révision où on va passer ensemble sur des anciennes questions d'examen comme c'était prévu de manière originelle. Alors, les cours à distance. Bien, les cours à distance, à partir de maintenant, on va devoir faire tous ces cours-là à distance. Et puis, du coup, pour ces cours à distance, qu'on va faire, on va d'une part faire des séances comme aujourd'hui, avec des séances interactives où on va pouvoir partager ensemble. Et puis, on va aussi faire un petit changement dans le contenu du cours, c'est-à-dire que je suis en train de réorganiser le site web du cours pour présenter les théories suivantes sous forme thématique avec des petites vidéos de 15 minutes à chaque fois, avec des exercices dans les vidéos sur lesquels vous pourrez participer et répondre aux questions. Donc les vidéos sont prévues dans un mode qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire que vous allez regarder les vidéos chez vous, à votre rythme, répondre aux questions que dans les vidéos à votre rythme, et puis on aura des séances quand même pour pouvoir faire le point sur les questions, approfondir les notions qui ne sont pas claires. Et puis comme ça, on va pouvoir avancer dans le cours. Donc quand je tourne la tête en fait de l'autre côté, c'est que je suis en train de regarder le Teams. Hein. Si jamais, c'est pas que je suis en train de faire autre chose, c'est que je suis en train de regarder le Teams. Donc voilà un petit peu pour les cours à distance, quelques informations. Bien entendu, il faut un peu se rôder. Comme vous voyez, il y a des petits soucis qui se passent au début, mais globalement, ça va bien se passer. J'en suis convaincu. Donc, le canal aussi pour les cours à distance, le canal de communication que je vais utiliser le plus, ce sera le Teams. Donc, vous voyez que dans le Teams, il y a plusieurs channels. Il y a le channel pour la classe A, pour la classe B, et également pour la classe germanophone. Il y a aussi un channel qui est dédié aux compléments. Et puis, en fonction des informations, si elles touchent, une ou différentes classes, elles seront dispatchées dans ces différents channels. Ça, c'est pour le Teams et l'utilisation de Teams. Voilà, c'est un petit peu tout pour ça pour l'instant. À votre avis, les cours à distance, est-ce que vous avez déjà des remarques? Vous commencez pour l'instant, vous avez eu une journée hier de cours à distance et puis voilà. Est-ce que vous avez des choses particulières à dire à ce sujet, des choses auxquelles vous voudriez que je prenne particulièrement soin de faire attention, ou vous avez envie de partager quelque chose autour de ces cours à distance? Pour moi, une des plus grandes difficultés dans ces cours à distance, c'est les interactions. Parce que si on fait un cours à distance entièrement sur Teams, le problème qu'il y a, c'est que souvent, vous ne mettez pas la vidéo pour différentes raisons, bande passante, vous n'avez pas envie qu'on voie chez vous, ou vous avez envie de faire autre chose entre deux, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ce qui est difficile pour moi dans ce cas-là, c'est de pouvoir interagir avec vous, et je trouve pour ça Menti un assez bon outil de faire ça avec vous. Mais bien entendu, ça signifie que vous devez jouer le jeu, et du coup aussi participer dans ce genre de forum où on met des questions en live. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait mettre une remarque ou une question, s'il vous plaît, sur le Menti pour que je sois sûr que tout va bien, que vous m'entendiez toujours et que vous êtes attentif de l'autre côté de la caméra et d'Internet. Oui, merci, bonjour. Donc vous voyez, ces remarques, ces commentaires sont anonymes. C'est aussi un des avantages qu'il y a, c'est que vous pouvez vraiment donner votre avis et partager directement avec nous. Tout va bien, tant mieux. Merci. Donc n'hésitez vraiment pas, que ce soit pour les questions, que ce soit pour les commentaires, vraiment c'est beaucoup plus intéressant quand vous partagez quelque chose avec moi, parce que du coup je peux rebondir, chose que j'aime beaucoup faire pendant les cours, et comme je vous vois pas et que je sais pas comment ça se passe, j'ai que ce channel là pour avoir des informations. Donc ce que vous marquez ce que vous marquez à l'écran maintenant, c'est des choses qui sont importantes pour moi pour pouvoir donner le cours dans de bonnes conditions. La caméra, c'est un appareil photo Nikon en fait, un DSLR Nikon Z6.
que j'utilise en fait pour la personne qui a posé cette question. Ok. Très très bien. Donc il faut bien sûr que vous vous habituiez un petit peu à cette manière de faire et puis à cette manière de travailler, mais vous verrez que après quelques leçons, on est un petit peu rodé et tout se passe bien et on arrive bien à avancer avec ça. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, jeudi, on a notre examen. Jeudi, on a notre examen qui va se passer en ligne. Alors, l'année passée, de mon côté, j'ai eu de la chance, entre guillemets, pendant la période de confinement, parce que j'ai pas eu besoin de donner d'examen à distance. On a fait un examen avec la classe de première année, c'était un examen à blanc, donc c'était un examen qui avait été préparé, qui était le vrai examen, mais les gens l'ont fait à blanc chez eux, et du coup, il n'y a pas eu le stress de la note et de la correction pour ces personnes-là. Cette année, c'est différent, et c'est vous qui allez pour la première fois avec moi faire un examen en ligne. Donc c'est la première fois pour moi que je fais un examen en ligne. J'ai choisi d'utiliser pour cet examen ici Moodle, surtout en raison du temps. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour, tout comme vous d'ailleurs, pour mettre au point ce passage à distance de l'examen. Et donc l'examen aura lieu sur Moodle. Je vous ai envoyé à ce titre-là un email qui vous explique comment faire pour aller tester cet examen. Donc juste pour qu'on reprenne ensemble, vous devez vous loguer sur la plateforme Moodle dans le cours 21-22 selon les indications du mail, pardon. Et puis, lorsque vous allez aller sur ce Moodle, eh bien, vous allez vous retrouver avec cette page qui est là. Alors ça, c'est la version que je vois moi parce que je suis en tant qu'enseignant. Mais si je vais juste, pardon, prendre le rôle étudiant. Si je retrouve comment faire, voilà, prendre le rôle étudiant. Donc là, c'est la même vue que vous avez vous. Alors là, c'est le cours. Normalement, le Moodle est utilisé par ma collègue Christian Jungus pour la partie germanophone. C'est pour ça que vous voyez ici les slides en allemand. On n'a pas réorganisé ça pour l'instant. Mais si vous allez tout au fond, lorsque vous vous êtes logué sur ce cours, eh bien, vous allez avoir l'examen à blanc. Et cet examen à blanc, eh bien, vous pouvez cliquer dessus et ensuite faire cet examen à blanc. Donc cet examen, c'est un examen factice pour vérifier que tout se passe bien pour l'examen intermédiaire. Donc vous voyez ici, vous avez une tentative pour 1h30. Donc l'examen, j'ai prévu un temps un peu plus long que 1h30. Vous avez également une tentative, c'est-à-dire que vous pourrez essayer de faire une seule fois le test. Bien sûr, vous pourrez corriger vos réponses, etc. Ça veut juste dire que vous pouvez commencer qu'une seule fois le test. Donc jeudi matin à 10h10 pour toutes les classes, on va se retrouver tout d'abord dans Teams pour pouvoir discuter et puis ensuite vous allez commencer l'examen qui se retrouvera sur la même page dans les mêmes conditions. Donc ici, si je démarre une tentative, vous avez un browser qui s'ouvre et vous voyez, et bien là vous voyez des questions comme elles seront présentées à l'examen de jeudi, pardon. Donc vous avez toujours le texte en allemand et en français, vous avez la question. Alors lisez bien les questions, bien entendu. Et puis dans cette question ici, vous voyez les expressions suivantes sont correctes. Vous devez donner le type et la valeur des expressions suivantes, avec un petit rappel théorique. Donc la première question, c'est 3 plus 5. Donc si on fait ce calcul, la valeur c'est 8. Et le type, ça va être int. Donc vous voyez ici, j'ai déjà préparé aussi pour toutes les questions un petit des points pour pouvoir répondre. Donc la deuxième, ça va être Hello World, et le type ça va être string. Et finalement, si on fait true and false, la réponse va être false et ça va être un booléen. Vous voyez ici en haut le temps qui reste pour faire l'examen en entier, et puis vous voyez ici de quoi naviguer dans le test. Alors c'est pas très bien fait cette partie pour naviguer dans le test. Vous verrez que dans l'examen il y a 18 points comme ça, mais il n'y a pas 18 pages de questions, c'est juste la mise en page qui est un petit peu étrange. Peu importe, là vous voyez qu'on est sur la question numéro 2, et puis on doit écrire ici une fonction qui prend 3 nombres entiers en paramètres et qui retourne true si 2 de ces nombres sont égaux, false autrement. Alors là vous pouvez écrire votre code, vous pouvez enlever ça si jamais, dans l'examen aussi ce sera la même chose.
il y a cette remarque d'écrire le code ici en utilisant des espaces au lieu des tabulations parce que l'éditeur ne permet pas de mettre des tabulations à l'intérieur. Donc c'est pas comme dans Eclipse où on met des tabulations pour avancer, ici on doit mettre des espaces malheureusement. J'ai pas trouvé de hack qui me permette de changer ça, donc il faut mettre des espaces. C'est pas très grave, hein, c'est juste la mise en page va juste un petit peu changer. Donc là on doit écrire une fonction qui prend 3 nombres entiers en paramètres et qui retourne true si 2 de ces nombres sont égaux. Alors on va écrire notre fonction public statique boolean fun, on va l'appeler, et qui prend 3 nombres entiers en paramètres. Alors A, B et C. Et puis là, on doit retourner true si 2 de ces nombres sont égaux. Alors on va dire quelque chose comme si A est égal à B ou B est égal à C. Return true. Alors, bien entendu, là, la réponse n'est pas juste, mais c'est un exemple. Hein. Alors, on a juste vérifié une partie des conditions, c'est pas le test complet, mais imaginons que j'avais fait ça. Alors, on peut, si on veut marquer une question, vous voyez, si j'appuie sur le petit drapeau qui est là, il y a la petite coche qui vient en rouge ici, c'est pour noter des questions pour lesquelles on n'est pas sûr de la réponse, par exemple. Et vous verrez que pour les questions ici en noir, ça signifie qu'on a déjà répondu, en blanc qu'on n'a pas encore répondu, et puis si on a la petite coche, c'est qu'on a une marque. Donc imaginons que je suis content avec ce résultat, à la fin je clique sur terminer le test, et puis là on va avoir l'état des questions pour dire que tout a été enregistré, qu'il reste un petit peu de temps, l'heure à laquelle on rend, donc là ce sera, je dois terminer avant 11h59, et quand j'ai fini, eh bien, je vais sur tout envoyer et terminer, on doit recliquer une fois ici, et on a fini avec ça. Donc là c'était mon test, je ne peux plus changer les réponses maintenant, et voilà, c'est fini. Ça, c'est pour l'examen. Donc les conditions seront vraiment les mêmes pour l'examen. Je vois qu'il y a des questions, je vais les lire. Pour le type, oui, il faudrait donner le type. Alors là, c'est pas indiqué spécifiquement. Faut donner. Là, en l'occurrence, on n'a pas le choix pour 3 plus 5, hein, parce que 3 c'est un entier, 5 c'est un entier aussi, donc 3 plus 5, la réponse va être un entier. Donc le type, ça va être un entier. Là, on n'a pas vraiment le choix. Si on fait des fautes de frappe, alors je ne suis pas certain de comprendre la question exactement, mais si on fait des fautes de frappe, on peut bien sûr effacer, hein, c'est un éditeur comme un autre, on peut effacer les choses, et si vous vous trompez juste avec un petit bout de texte que vous écrivez faux, c'est pas grave, c'est moi le compilateur, donc je vais contrôler ça comme si vous aviez fait ça sur papier. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions que vous aviez. Ok, ça c'est pour les conditions. Je vous rappelle que pour cet examen-là, vous avez droit à une feuille d'un côté avec vos notes pour répondre. Vous n'avez pas droit à la théorie avec vous, ni aux exercices, ni au laboratoire. Vous n'avez non plus pas le droit à utiliser des moyens électroniques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser la calculatrice, ni une calculatrice à l'extérieur, ni une calculatrice sur l'ordinateur. Donc bien entendu, là on compte sur votre participation pour faire en sorte que ça se passe dans des conditions qui soient semblables à celles que vous rencontreriez dans un vrai examen. Bien entendu, c'est basé sur la confiance. Je suis confiant que vous allez faire l'examen comme si c'était en vrai et que tout va bien se passer, même s'il n'y a pas de contrôle. Donc maintenant, une petite interaction de votre part. Pour l'examen de jeudi, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment, votre feeling de comment vous percevez la situation et comment ça va se passer selon vous. Donc on va prendre maintenant un petit peu de temps pour faire ça. Je cache juste les résultats en attendant. Vous êtes 28 à faire, donc quand à peu près 25 personnes auront répondu, je remettrai les résultats.
Donc si jamais vous avez envie de mettre une question, ça je ne l'ai pas expliqué, hein, mais si jamais vous avez envie de mettre une question, vous avez un petit bouton qui permet de mettre une question si vous allez sur la page Menti, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment hein, pendant la présentation. Ces questions sont affichées à droite en bas de l'image, et elles apparaissent dès que vous les avez tapées hein, dans le stream. Donc c'est comme ça qu'on peut faire aussi des interactions. Donc n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton « J'ai une question » pour le faire si jamais. Voilà, donc là la plupart des gens ont répondu. Alors vous êtes prêts, alors on a encore un petit peu de temps, hein, il reste jusqu'à jeudi, puis on a encore cette séance aujourd'hui. Donc 6 personnes se considèrent plutôt comme pas prêtes, le reste assez prêt ou très prêt, donc très bien. C'est bien de se préparer, c'est important de se préparer et de faire des exercices. Vous avez vu également que j'ai mis les corrigés de la série 3 en ligne dans le Teams avec vos corrections donc, que j'ai scannées et mis en ligne. J'ai aussi reçu de la plupart d'entre vous déjà les corrigés de la série 4. Merci beaucoup d'avoir fait ce travail qui permet de continuer d'avoir ces points de bonus. Bonus qui, je vous le rappelle, ne compte pas pour l'examen de jeudi. Hein. Le bonus comptera uniquement pour l'examen en janvier. Et puis, le bonus va venir s'ajouter à la note de l'examen de janvier. Examen qui compte 2/3 de la note, à peu près, par rapport à l'examen qu'on fait ce jeudi. Au niveau du cours en ligne, j'appréhende de faire en ligne. Oui, alors là, à peu près la moitié... qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a à peu près 6 personnes qui sont un peu inquiets de faire ça en ligne et le reste peu ou pas du tout. Donc on verra bien comment ça va se passer. Hein. De toute façon, l'objectif c'est de toujours, je vous le rappelle, qu'on apprenne à programmer. Alors la note c'est un des moyens de voir où on est, mais c'est pas une finalité en soi. L'objectif c'est toujours que vous appreniez à programmer et de faire en ligne. Je pense que la solution qu'on a avec Moodle est vraiment pas mal. Et lorsque vous aurez fait le test, je pense que vous serez aussi assez convaincu que ça va bien. Donc il y a des questions. Alors, le temps à disposition pour faire l'examen. Si on est ensemble dans une salle pour faire l'examen, en général, je laisse toujours du temps en plus. Les examens sont testés par mes 2 assistants. Donc on le fait, cet examen, puis après, je contrôle que tout est bon, et quand c'est bon, j'envoie à mes assistants qui le testent, qui me disent s'il y a des questions qui ne sont pas claires, qu'il y a des questions qui demandent trop de temps, etc., ou qui sont trop difficiles. Pour cet examen ici, j'ai prévu de laisser assez de temps, j'ai pas envie que ce soit le temps qui pose un problème pour l'examen. Par contre, on doit quand même le borner et le fait d'être arrivé après 2 heures de cours au point 1.3, pour le labo auquel vous faites allusion ici, c'est normal. Il y a une question qui est celle des chars, là où on devait compter le nombre d'occurrences, etc. Ça prend du temps pour comprendre ça. C'est une partie du laboratoire qui prend du temps. Ce laboratoire-là est aussi prévu sur 4 périodes, alors qu'on a pu faire ou pas selon la classe dans laquelle vous êtes. Mais ce labo est prévu sur 4 périodes, plus le temps du complément, plus le temps à la maison. Donc il faut prendre le temps au début pour pouvoir comprendre les choses. Et je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter du fait qu'il vous ait fallu 2 heures pour arriver au point 1.3 pour ce laboratoire. La plupart des gens d'ailleurs étaient arrivés à ce niveau-là après 2 heures. Donc c'est tout à fait normal selon moi. Alors, je marque cette question comme répondue. Maintenant, j'apprécie qu'on nous fasse confiance, oui. Alors, tant mieux. Je pense qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes toutes et tous là pour apprendre, pour devenir ingénieur à la fin. Et une part de l'ingénierie est basée aussi sur la confiance. Donc, tant mieux que vous appréciez ça. Je pense que c'est important aussi de pouvoir vous faire confiance et je suis convaincu que ça va vraiment bien se passer. Ok. Alors, maintenant, la partie révision. Pour cette partie révision, on peut faire plusieurs choses. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on prenne ensemble certaines questions de l'examen de l'année passée, et puis qu'on regarde comment moi j'aborderais ces problèmes-là et comment moi je les traiterais. Bien entendu, dès que vous avez un feedback, n'hésitez pas à le donner, hein, pour que je puisse vous mettre sur la voie, discuter avec vous de ma solution ou de comment on fait les choses.
Pour l'examen, oui, alors merci pour cette remarque, j'ai oublié d'en parler. Pour l'examen, effectivement, il faudra activer votre... alors, cette question de la webcam, je suis un petit peu mal à l'aise pour y répondre, mais voilà. Normalement, vous êtes censé activer votre webcam et puis rester devant votre ordinateur avec votre téléphone éteint durant tout l'examen. Alors, si vous êtes contre le fait d'avoir votre webcam allumée, on peut en discuter, envoyez-moi un message et puis on en discute volontiers en privé. L'idéal, oui, c'est d'avoir la webcam allumée juste pour que je puisse voir que vous êtes bien là, que vous allez bien et que l'examen se déroule bien. On va rester dans Teams pendant l'examen, donc on va lancer Teams et puis on va avoir ce chat dans Teams qui va tourner. Si je vois que vous êtes là et que tout se passe bien, tant mieux. C'est aussi important que vous restiez dans le Teams pour que, en fait, s'il y a des corrections, des choses à dire sur l'examen, pendant l'examen, je puisse avoir un channel où je peux vous en parler tout de suite à toutes et tous. Donc, il faudra être dans Teams, dans le meilleur des cas, avec la caméra allumée. Si ça ne va pas, je vous le dis encore, envoyez-moi un message et on peut en discuter. Vous n'avez pas de webcam? Eh bien, envoyez-moi un message tout à l'heure et on trouvera une solution ensemble. Ok? Alors, pour les révisions, on peut regarder ça ensemble maintenant. Je vous propose de prendre l'examen de l'année passée, si ça vous va, pour faire ça. Une question qui est arrivée. Oui, pour cette question-là, bien sûr que c'est possible. Oui, bien sûr. Alors, passons maintenant à l'examen de l'année passée. Donc, on ne va pas prendre toutes les questions, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de regarder tout ça en détail autrement, mais juste qu'on regarde ensemble un peu la structure de l'examen, parce que l'examen, même s'il est en ligne, la structure sera la même que celle-ci. Donc vous allez vous retrouver avec des questions qui seront écrites en allemand et en français, et puis eh bien, ces questions, elles sont divisées dans différents types de questions, je dirais. Alors, vous allez avoir dans l'examen en ligne aussi des questions courtes auxquelles eh bien, il faudra répondre, comme vous l'avez fait dans l'examen en blanc, par une réponse courte. Donc, typiquement, indiquer le type et la valeur. Vous voyez ici, c'est le même type d'exercice qu'on a fait dans le... peut-être agrandir un peu, qu'on a fait dans l'examen à blanc. Il y a également des questions vrai-faux qui sont là, à laquelle vous devez répondre si les assertions qui sont notées sont justes ou pas. De nouveau des questions courtes. On retrouve également assez souvent dans les examens des analyses de boucles, c'est-à-dire que je vous présente un bout de code et puis vous devez analyser ce que fait le code et par exemple comme ici ce qu'affiche le code sur la console. Alors vous avez différents types de boucles, hein, je vous rappelle, on avait les boucles for, les boucles while et les boucles do while. Et puis, il faut comprendre avec ça ce qui va se passer. Donc, on peut peut-être regarder ensemble celle-ci. Donc, on déclare K un char dont la valeur vaut le littéral B. Et puis, on va ensuite parcourir avec une boucle for un petit espace de paramètres. Alors, ce qui va se passer ici... Alors, je vais peut-être prendre ce code. Alors, je ne sais pas si je peux le copier directement. Je vais juste le copier dans Eclipse, parce que ce sera plus simple de faire les explications directement dans Eclipse. Alors, je vais juste recopier ce code que vous voyez devant vous dans Eclipse. Alors, bien sûr, vous ne pourrez pas faire ça, hein. Et là, je le mets juste dans Eclipse pour qu'on puisse en discuter, hein, parce que dans Acrobat, c'est pas très agréable de pouvoir travailler. Voilà, K. Donc on a notre K qui commence à la lettre B, et puis I qui va valoir 10 au début. Tant que I est plus grand ou égal à 5, on va continuer à faire un ciseau de K, et après chaque fois qu'on a fait ça, on va faire I égale moins 2. Donc regardons un petit peu ensemble ce qui va se passer. Donc j'écris ici en dessous, c'est pas du code, mais c'est juste pour savoir où on en est. K, il vaut B, et puis I au début...
vaut 10. Donc ça, c'est l'état de la mémoire quand on est après l'exécution de cette expression qui est là. Est-ce que i est plus grand ou égal à 5? Oui, i est plus grand que 5, il vaut 10. Donc, on va faire cette chose-là. Et dans la console, ce qui va être affiché, c'est k suivi d'un retour à la ligne. Donc, on va afficher la valeur de k, k étant un char, il va être affiché comme une lettre, donc ça va afficher b. On va faire ensuite i moins égale 2. Donc, on va décrémenter i de 2. Donc, i vaudra 8. Est-ce que i est plus grand ou égal à 5? Oui. Donc, on va faire cette expression-là, donc imprimer k. K est la variable, mais le contenu de la variable, c'est la valeur b, donc on affiche ça. Je regarde juste les questions. Est-ce que tout ce qui est dans le code a une utilité ou est-ce qu'il peut avoir des erreurs ou des pièges? Tout le code qui vous sera donné est du code qui est valide. L'effet qu'il a, ce code, eh bien, va dépendre des règles qu'on connaît, et du coup, non, il n'y a pas vraiment de piège, je dirais. Non, je pense pas. Du coup, ça c'était pour répondre à la question qu'il y avait sur le chat. On en était ici on avait fait la première étape 10, on a affiché le B, et maintenant on fait ce moins 2, i vaut 6. Est-ce que i est plus grand ou égal à 5? Oui, on affiche k, bim. I moins égal 2, i vaut 4. Est-ce que i est plus grand ou égal à 5? Non. Donc voilà le résultat qui sera affiché sur la console. Donc il n'y a pas de tabulation au début, il y aura juste ça qui sera affiché sur la console. Merci pour la remarque. Quelqu'un me dit dans le chat que c'est pas un println mais un print. Alors du coup la réponse change. Là on voit comment elle change. Elle change comme ça. Okay, il n'y a pas de println, c'est moi qui ai fait une faute quand j'ai recopié le code. Ce sera un print, donc ce qui sera affiché, ce sera ça. Il n'y a pas de retour à la ligne entre chaque étape. Donc il y aura juste ça décrit. Merci beaucoup pour cette remarque. Alors, ça c'était une question, donc vous comprenez l'idée. Toujours ce genre de questions, on va les résoudre avec le même type de solution, c'est-à-dire qu'on va garder à quelque part, par exemple sur un bout de papier, l'état de la mémoire, et puis la console, et puis on va résoudre ces exercices comme ça. Là, on voit ensuite un exercice de compréhension de code, donc un bout de code, et puis on doit comprendre ce qui se passe. Donc ça, je vous laisse le faire tranquillement chez vous et me poser vos questions si vous en avez besoin. Et puis, là, on est sur une question de prototype de fonction. Cette question avec prototype de fonction est la suivante. Pourquoi est-il possible de faire les appels suivants alors que les paramètres sont différents? Donc regardons ensemble ce code. On a ici i un int, et puis on appelle la fonction foo avec un entier, un float et un entier. On appelle ici la fonction foo avec un string et un entier. Finalement, on appelle la fonction foo avec un char, un int et un booléen. Et finalement, on appelle la fonction foo avec rien. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'il est possible de déclarer une fonction qui a le même nom, ici foo, avec différents types d'arguments. Ça signifie que la fonction foo, elle va être déclarée une fois comme ça, pour la dernière ligne. Vous voyez ici, la fonction foo, elle retourne un entier, et elle prend aucun argument. À un autre endroit dans le code, la fonction foo sera déclarée avec un char, un int, un booléen. On aura également une fois une fonction foo qui sera déclarée pour la ligne numéro 4 ici avec un string, un int
Et pour la dernière des versions de la fonction foo, eh bien, on aura un int, un float et un autre entier. Et ça, c'est possible parce qu'on peut surcharger les fonctions en leur donnant différents nombres de paramètres, comme on voit ici, une fois 0 paramètres, une fois 3, une fois 2, une fois 3. Et on peut avoir le même nombre de paramètres, comme c'est le cas dans cette fonction à cette ligne ici et dans cette ligne-là, parce que le type est différent. Vous voyez, les types des arguments sont différents, donc c'est possible de faire ça. La deuxième partie de la question, eh bien, c'est ce que j'ai fait dans Eclipse, c'est-à-dire donner le prototype des fonctions foo si on considère qu'il n'y a pas de cast automatique. En effet, on doit considérer qu'il n'y a pas de cast automatique parce que sinon, pour la valeur qui est là, dans cet exemple ici, pour ce foo qui est là avec 3 arguments, le premier c'est, moi j'ai noté que c'était un entier, dans le code ici, vous voyez, j'ai noté que c'était un entier, mais ça pourrait très bien être un short par exemple. Ce serait aussi compatible avec la valeur qui est là. Ou alors plutôt, je pourrais mettre ici un double, parce que ça peut se convertir automatiquement vers un double. Ok. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, une fois encore, dans Mentimeter, vous appuyez simplement sur la petite case questions et les questions apparaissent. Donc je vais juste regarder les questions. Donc cette question, j'y ai répondu. Celle-là également. C'est quoi un cast automatique? Ouais, merci pour cette question. Alors un cast automatique, si je prends Eclipse, un cast automatique, c'est lorsque j'écris ça. Byte A égale 3, int foo égale 1. Ça, c'est un mécanisme de cast automatique. Le A qui est donné là, qui est un byte, eh bien, il va être converti automatiquement vers un int. Les castes automatiques, c'est lorsqu'on a, vous vous souvenez, ce slide avec les cercles concentriques qui montrent les types, c'est lorsqu'on passe d'un type intérieur vers un type extérieur, eh bien c'est un cast automatique. Un cast explicite, c'est si je fais ça. L'opération qui est ici, ça c'est un cast explicite, c'est-à-dire que je dis explicitement que je veux convertir mon int qui est là en un short. Quelle est la différence entre char C et char C? Merci. Alors, char C. Alors, on ne peut pas exactement faire ce qui est écrit dans le chat. Quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que c'est char égale C versus char égale C? Alors, ça, on ne peut pas vraiment le faire. Ce n'est pas une déclaration de variable qui est valide. Il faut qu'on déclare ici un nom pour la variable, par exemple foobar. Par contre, si on appelle notre variable ici comme ça, bien là, on a deux mécanismes. Ici, on déclare une variable C qui va contenir la valeur littérale apostrophe C apostrophe qui sera un char, donc on va pouvoir mettre ça dans le type char. Et dans le cas en dessous, ici à la ligne 17, eh bien, on déclare un char D qui va contenir ce que contient la variable C, c'est-à-dire la valeur littérale C entre apostrophes qui a été déclarée à la ligne 16. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce sujet-là, on regardera tout à l'heure. Maintenant, les fonctions. Vous allez, dans l'examen, et ça je peux déjà vous le dire sans vendre la mèche, avoir des fonctions à écrire, c'est certain. Typiquement, eh bien, là vous avez un exemple, écrivez une fonction qui prend 3 entiers en paramètres, et qui retourne true si au moins l'un des 3 arguments est positif. C'est la fonction qui est donnée dans l'examen à blanc. Donc je vais vous la laisser faire. Si jamais vous trouvez les corrigés de cet examen-là, il se trouve sur le site web du cours. Je vous montre juste ça pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Donc dans les examens et révisions,
l'onglet qui se trouve là-haut, vous trouvez dans la section ancien examen, l'examen 2019-2020, le midterm, donc l'examen intermédiaire, avec sa donnée et son corrigé. Donc vous avez ici une solution possible à cette question-là, qui était la question qui est là. Si jamais, pour la suite. Donc ça, c'est les questions sur les fonctions. Il y a une question qui vient maintenant dans le chat, qui est la suivante. Je vais juste aller la regarder ici. Là, désolé, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. La bonne réponse est une variable in, short, byte ou long. Là, il faut... je m'excuse, je ne comprends pas. Il faut que vous expliquiez un peu plus. Ah, une question sur un ancien examen. Alors, avant d'aller voir les fonctions, vu qu'on a un petit peu de temps, je propose qu'on aille voir cet examen 2017, exo 1.5 et 1.6. Alors, l'examen 2017. Exo 1.5 et 1.6. Ah, les deux ici, j'imagine. La question est pourquoi les réponses sont différentes? Ah, je comprends la question maintenant. Donc, ici, on a des variables qui sont déclarées en mémoire, différentes variables. Et puis, une de ces variables, déclarée ici à la ligne 4, est une variable de type string qui s'appelle foo et qui contient bar. Ici, on va faire 1 plus 2 plus foo, et dans le cas en dessous, on fait foo plus 1 plus 2. Alors, il y a une différence en fait ici dans l'ordre des opérations. Je vous rappelle que lorsqu'on a un opérateur de même priorité, c'est-à-dire ici le plus et le plus, c'est la règle de l'associativité à gauche qui s'applique. Donc ici, on va d'abord faire cette opération, donc 1 plus 2, ça va donner 3, puis on va faire 3 plus foo. Foo est un string. Du coup, comme foo est un string, l'addition, c'est en réalité la concaténation, le symbole est le même, mais c'est la concaténation, et du coup, on va avoir comme résultat final 3 foo. Alors peut-être je peux l'écrire. Non, c'est pas ce bouton-là. C'est toujours pas ce bouton-là. Pardon. Ça vaut 3 foo. Ici, on a la même chose. On a 2 fois le symbole plus, on associe donc à gauche, on va avoir un string plus un entier, ça va donner un string. Donc ici on va avoir bar, auquel on va ajouter 1. Donc ça vaudra bar 1 qui sera un string. Bar 1 plus 2, ça va donner bar 1, 2, parce que c'est la concaténation qui sera appliquée. Ça c'est un string plus un int, ça va être un string aussi. Donc là, on va avoir comme résultat bar 1, 2. J'espère que c'était plus clair. Oui, alors effectivement, là, c'est pas foo qui est écrit, hein, c'est bar. Je m'excuse, ici, c'est 1 plus 2, 3 plus foo, mais foo, c'est c'est une variable, donc c'est le contenu de la variable, donc ça va être 3 bars qui va être stocké ici. Merci pour la remarque dans les questions. Donc, examen 2018, exercice 1. Une autre question, donc on va aussi la faire volontiers. Examen, vous voyez, il y a l'examen de jeudi, mais c'est pas celui-ci. Examen 2018. Question B3, pourquoi la réponse est incorrecte? Alors, on va regarder le B3.
Lesquelles de ces expressions sont valides si x, y et z sont des entiers? Ça va être lié à ça, hein, la réponse. Alors, ici, il faut regarder la priorité des opérateurs. Mais dans tous les cas, x, y et z, ça va tous être des entiers. Donc, on va effectuer cette opération en premier, un entier modulo un autre entier. Ici, on va avoir... attendez, il faut prendre la table de priorité des opérateurs pour être certain de ce qu'on applique. Ouf, on va prendre une autre, celle-là. Ah, c'était bien, il y en avait une là. Alors, voilà. Donc, pour comprendre comment on doit répondre à cette question, il faut qu'on regarde la priorité des opérateurs. Donc, le modulo, il est priorité 4. Le XOR, qui est ici, il est priorité 10, donc il est moins prioritaire. Hein. Donc, là, je cherche quel est l'opérateur le plus prioritaire. Le plus petit, il est priorité 7, et le égal, il est priorité 8. Donc, on va d'abord appliquer l'opérateur le plus prioritaire. Ça va être cette partie-là qui va être effectuée, qui va nous donner un entier. On va ensuite avoir le plus petit qui va être appliqué, parce que plus petit, c'est le suivant opérateur qui est le plus prioritaire. Donc on va avoir ça. Mais ça va nous donner un booléen. On compare un entier avec un autre, donc on va avoir comme résultat un booléen. Ça va être ou true ou false. Et du coup, on se rend compte que là, on va devoir ensuite faire le égal égal, qui va être dans la table des priorités. Donc on va avoir ça, égal égal, tout ça. Le problème, c'est que quand on va vouloir faire le XOR, ici, on va faire un 0 XOR, une valeur booléenne, et on ne peut pas faire parce que le XOR, c'est une opération qui marche sur des entiers, donc c'est impossible de faire ça. Voilà. Merci en tout cas pour ces questions-là, c'était intéressant d'y répondre, j'espère que ça vous a aidé. Si on regarde maintenant l'examen 2019 où on en était resté au niveau des fonctions. Je propose qu'on prenne un petit moment maintenant pour réfléchir à cet exercice qui est là. Donc on prend maintenant 2 minutes jusqu'à... non, 3 minutes, disons jusqu'à 11h07 pour que vous regardiez cette question et que vous réfléchissiez à une solution qu'on fera ensuite ensemble.
Voilà, vous avez eu un petit peu de temps pour regarder cette question. Donc ce qu'on doit faire maintenant, je vais prendre cet écran-là, pardon. Donc, vous avez eu un peu de temps pour regarder cette question, disais-je, et du coup, on doit faire quelque chose qui prend un nombre entre 0 et 15 en paramètres. Donc, on sait que notre fonction va prendre en paramètre un nombre qui doit être du type le plus petit possible d'après la donnée. Je vais juste mettre la donnée en parallèle, comme ça on a les deux. Voilà. Qui prend en paramètre un nombre entre 0 et 15, le type le plus petit possible, et qui retourne le caractère hexadécimal correspondant, où x si le nombre reçu n'est pas un nombre entre 0 et 15. Donc notre fonction, elle va retourner un caractère. On va l'appeler par exemple number to x, et puis elle doit prendre le type le plus petit possible pour ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire un nombre entre 0 et 15. Donc le type le plus petit possible qui correspond, ce sera un byte, et notre fonction aura donc le prototype public static char number to x. Il y a une question qui est liée à ça, qui vient d'apparaître sur le chat, c'est si une fonction ne retourne rien, on est obligé de mettre le statique. Oui, on est obligé de mettre le statique pour l'instant. Jusqu'à ce que j'ai expliqué ça plus tard dans le cours, on est obligé de mettre tout le temps public statique dans la déclaration des fonctions. Tout le temps. Du coup, notre fonction ici est public static char number to x byte n. Alors, on va recevoir un nombre et puis on doit retourner entre 0 et 15 la valeur hexadécimale sous forme de caractère. Si le nombre n'est pas compris entre 0 et 15, eh bien on doit retourner -1. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est regarder si le nombre il n'est pas entre 0 et 15, donc s'il est plus petit que 0 ou plus grand que 15, eh bien on retourne -1. Je vais juste vérifier que c'est bien ça qu'on doit faire. Non, on doit retourner x. Voilà, on a déjà réglé un des cas qui était donné sur la donnée de l'examen, qui est de retourner x si c'est pas compris entre 0 et 15. Je vais juste essayer de faire en sorte qu'il reste là. C'est pas possible. Qu'il reste toujours là, tant pis. Alors, maintenant, ce qu'on doit retourner, c'est le caractère hexadécimal correspondant. Donc, si notre nombre il est compris entre 0 et 9, eh bien, il faut qu'on retourne la lettre correspondant au chiffre 0, 9. Donc pour faire ça, on va faire la chose suivante. Donc là, on est certain que n, à cet endroit dans le code, n, qui est notre argument, il sera plus grand que 0 et plus petit que 15. Donc on peut dire que si n il est plus petit que 10, donc ce sera pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va retourner eh bien, 0 auquel on va rajouter n. Alors, pourquoi ici j'ai 0 plus n? Bien parce que dans la table ASCII, ce qu'on va faire, c'est rajouter à la valeur de 0, qui sera quelque part dans la table, n. Et n, c'est un byte qui sera de toute façon plus petit que 10. Si on regarde juste la table ASCII, là on la voit, vous voyez que la lettre qui correspond à 0 a la valeur décimale 48. Donc là, en réalité, ce que je fais, c'est 48 plus n. Imaginons qu'on ait la lettre, qu'on doive retourner la lettre 3. Eh bien, on doit retourner la valeur 51, c'est-à-dire 48 plus 3. C'est bien ce qu'on a reçu. Donc là, on peut retourner ça. On doit juste faire attention que le résultat ici soit casté en char, parce que ça, c'est un char plus un byte. Ça va donner un char en résultat. Mais on doit le caster quand même ici en char. Si vous ne l'aviez pas mis dans le corrigé, c'était pas dramatique. Hein. Ça aurait été compté juste quand même.
Donc là, on a réglé les cas. Entre 0 et n. Maintenant, pour les autres, on va devoir retourner A, B, C, D, E, F. Donc, dans tous les autres cas, ce qu'on va retourner, ben, c'est la même chose. On va refaire le même truc, si vous me passez l'expression, ou la même idée. Ça va être de dire, ben, on va partir de la lettre A, et puis on va rajouter la valeur qui correspond. J'ai juste un doute, ouais, on va retourner A, auquel on aura rajouté N. Et là, il faut être un petit peu attentif parce que N, ça peut être par exemple 10, 11, 12, 13, etc. Donc il faut enlever à cette lettre 10 pour que on ait la bonne valeur. Donc imaginez si on reçoit par exemple 10, nous on doit retourner la lettre A. Si je fais juste A plus N, comme on a fait en haut, eh bien là, je vais avoir la lettre A à laquelle je vais rajouter 10. Parce que N vaut ici 10. Donc ça ne va pas jouer, je vais être à 10 lettres plus loin que A, donc je dois enlever 10 à la valeur pour pouvoir faire ce que je veux. Et donc c'est ce que je vais avoir ici. Et si je teste ma fonction, par exemple avec number to x 3, eh bien ça doit retourner, on va peut-être le faire comme ça. Ouais, ça doit être un byte ici, pardon. Number to x3 et que j'affiche Je vais juste prendre les questions, hein, parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Alors, on peut concaténer un string avec un int, mais un int avec un string. Oui, on peut concaténer dans les deux sens. Ce ne sera pas au même endroit. Donc, si on fait 3 plus foo, ça va donner 3 foo. Et si on fait foo plus 3, ça va donner foo 3. Mais donc, oui, on peut faire les deux, la concaténation dans les deux sens. Ouais. Du moment qu'il y a un string du côté du plus, ce sera la concaténation de toute manière. Donc ça, j'ai répondu à cette question. On est toujours obligé de mettre le statique, oui. Celle-ci, c'est toujours pas très clair, donc on verra tout à l'heure. Les opérateurs binaires, on peut revenir après dessus, volontiers. Je prends une petite note pour être certain de l'avoir fait. Est-ce qu'il manque des crochets pour le premier if ou c'est des if imbriqués? Là, j'ai pas besoin de mettre de crochet dans ce cas-là parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule instruction. Si je veux, je peux le faire comme ça. C'est pas un souci. C'est également possible. Exactement. Oui, cette solution, elle va aussi. Alors c'est difficile à la lire parce qu'elle est toute mise dans le désordre, mais elle n'est pas mise en forme, c'est normal, ça ne permet pas de le faire. Oups. Je m'excuse, il y a un petit souci. Donc si je reprends ça et que je le mets juste dans Eclipse et que je remets en forme pour pouvoir voir la réponse qui a été proposée. Alors, il y a des petits soucis, mais...
Donc l'idée là, c'est un peu la même. Là, la personne qui a proposé cette solution ici, elle a mis 48, elle a mis la valeur directement. Il faut être attentif juste ici que ça, ce 48 plus x, ça va donner un int, donc on doit aussi caster en char. Là, c'est la même chose, on va devoir faire la même manipulation, mais l'idée est bonne. Et autrement, on retourne. Oui, cette solution va aussi très bien. Moi, j'ai plutôt tendance ici à écrire les valeurs littérales comme ça lorsque c'est des chars. Je trouve que c'est plus facile que de référer à la table ASCII à chaque fois. Mais l'idée est bonne, oui. Du coup, merci beaucoup. Alors, ça, je reviendrai après. Est-ce que je peux expliquer les if imbriqués? Bah, là, on a un exemple de if imbriqué. Alors, je vais juste... Je peux pas mettre en page automatiquement parce que... Il y a encore des erreurs dans le code, mais c'est pas... je vais juste finir la mise en page à la main. Quel est le problème ici? Je ne le vois pas là, mais c'est pas grave, je finis la mise en page à la main. Voilà. Donc les if imbriqués. L'idée des if imbriqués, c'est que là on a un if, et à l'intérieur du if, on va avoir un autre if. C'est-à-dire qu'on va venir à cet endroit-là, à la ligne 9, uniquement en fait si on a passé par le premier if et par le deuxième if. C'est ça simplement les if fabriqués. C'est une manière de mélanger les conditions les unes dans les autres pour pouvoir faire des choses plus compliquées. C'est juste ça le principe. Donc on viendra à cette ligne-là uniquement si ça est vrai et si ça, ici, cette condition-là est fausse. On va se retrouver là-dedans. On va se retrouver ici si cette condition là-haut est fausse. Voilà les if imbriqués, comment ça fonctionne. J'espère que ça vous a aidé. Et voilà. Ok. Je prendrai la question tout à l'heure pour le 7A, qui est la question qui est à droite sur votre écran là. Ouais, ça viendra après. Alors voilà une question avec ici un type de question à laquelle on peut répondre. Je propose qu'on prenne une question maintenant sur les strings, vu que le temps passe un petit peu. On va aussi avoir des questions sur les strings certainement dans l'examen qui va venir jeudi. Là on a un exemple d'une telle fonction avec les strings. On vous dit soit la fonction letterCount qui prend deux arguments, un string S et un char C, et qui retourne le nombre d'occurrences de la lettre C dans la chaîne S. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu au laboratoire, dans la première tâche du dernier laboratoire. À l'aide de cette fonction, écrivez une autre fonction qui retourne le nombre d'occurrences de la lettre la plus représentée dans le string. Par exemple, l'enterCount max, donc c'est notre nouvelle fonction de Alibaba, va retourner 3. Et donc on doit écrire une fonction qui retourne 3 pour dire que la lettre la plus représentée, ça va être le A. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante, c'est essayer de garder ça. On va mettre ça à gauche de l'écran. Et puis, on va essayer d'écrire ensemble ce code dans Eclipse. Alors ça, je vais le mettre en commentaire.
en attendant. Donc, on doit écrire une fonction qui va s'appeler letterCountMax, qui va recevoir un string en entrée et qui va nous retourner, pardon, un int. Pour écrire cette fonction, on a à disposition la fonction letterCount qui nous retourne le nombre d'occurrences de la lettre C dans la chaîne S. Alors cette fonction-là, elle vous est donnée, on n'a pas besoin de la faire. Je vais juste la faire, comme ça on l'a pour pouvoir tester tout à l'heure. Donc ça c'est quelque chose qui vous est donné, hein, mais... mais que vous avez fait au labo. Voilà, donc ça c'est cette fonction. Mettons-la comme ça en attendant, mais on peut l'utiliser en dessous. Donc on doit retourner le nombre d'occurrences de la lettre la plus représentée. Donc c'est un peu la même chose que le code qu'on a en haut, dans la fonction letterCount, mais on doit savoir quelle est la lettre la plus représentée. Alors, pour faire ça, on doit réfléchir un tout petit peu à ce qu'on fait nous pour savoir quelle est la lettre la plus représentée dans cette chaîne de caractères qui est là. Donc dans Alibaba, la lettre la plus représentée c'est le A. Comment je sais que c'est le A? Ben parce qu'en fait je regarde partout où il y a des A et puis là je vois que visuellement mon cerveau est capable d'extraire cette information qu'il y a beaucoup de A. Je vois aussi qu'il y a des B mais qu'il y en a un peu moins. Donc j'ai compté le nombre de B, il y en a 2, j'ai compté le nombre de A, il y en a 3. On ne peut pas faire exactement ça dans notre code parce qu'on n'a pas encore la possibilité de faire ça de manière agréable, je dirais, avec par exemple des tableaux. Mais ce qu'on va faire, c'est simplement se dire, ok, ben, on va compter combien de fois apparaît chacune des lettres de l'alphabet, puis on va compter pour chacune des lettres de l'alphabet, on va se souvenir simplement le nombre de fois qu'on a vu la lettre qu'on est en train de considérer. Donc on va passer sur tout l'alphabet, on va faire une boucle pour tout l'alphabet. Alors on va faire ça comme ça, une boucle pour tout l'alphabet. Donc là, notre letter va passer sur toutes les lettres de l'alphabet. Puis on va compter combien de fois la lettre de l'alphabet apparaît dans notre string. Donc là, j'utilise la fonction qui était donnée en haut. Et puis, bien là, ça va me dire pour A, il va en avoir 3. Quand je vais passer à B, ça va me donner 2. Quand je vais passer à C, ça va me donner 0, etc., etc. Et tout ce qu'il faut voir ici, qui est nouveau, c'est qu'en fait, il suffit de regarder, en commençant à A, et de comparer la valeur maximale qu'on a vue jusqu'à maintenant avec la valeur de la lettre qu'on est en train de voir, et de se souvenir, si elle est plus grande, que c'est cette nouvelle valeur-là. Alors, je réexplique un peu autrement. La max, ça va compter, ça va être le compte maximum. Alors, ici, on va regarder si le nombre de fois que la lettre dans la boucle apparaît est plus grand que max, on va changer max avec cette valeur-là. Donc, si nLetter est plus grand que max, eh bien max va être égal à nLetter. Et autrement, on ne fait rien du tout. Puis à la fin, on va retourner max. Et avec ça, en fait, on va passer sur chacune des lettres de l'alphabet, de A à Z. On va regarder combien de fois apparaît la lettre A. On va mettre ça dans nLetter. Si nLetter est plus grand que max, pour la lettre A, il sera plus grand que max, vu que max est 0. Donc on va dire max est égal à nLetter. Donc là, pour l'instant, on a 3. Si maintenant, dans nLetter, si on passe à B, dans Alibaba, par exemple, il y en a 2. Donc nLetter vaudra 2, nLetter n'est pas plus grand que max, donc on ne va pas changer max. Puis on passe ensuite pour toutes les lettres de l'alphabet comme ça jusqu'à Z, et dans max il y a toujours le nombre d'occurrences de la lettre la plus représentée. Voilà comment on peut faire ça.
Alors, en attendant qu'il y ait des questions peut-être autour de ça, je vous propose de regarder les autres questions qui sont venues entre deux. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc je vais juste expliquer en attendant les opérateurs binaires, une bonne méthode afin de les lire et les comprendre. Alors je peux peut-être faire un exemple d'opérateur binaire dans un bout de code, de l'application d'un opérateur binaire. Alors, je vais juste rendre ça tout petit, comme ça vous avez, ça je peux effacer la solution si vous avez des questions. Alors, un opérateur binaire, c'est un opérateur qui va travailler au niveau des bits dans un nombre, qui soit de type byte, short, int ou long. Alors, par exemple, si dans un byte A, je mets une valeur, par exemple 10, et que dans un autre byte B, je mets une autre valeur, par exemple 0B 10 10, bien là, dans A et dans B, en réalité, ce que j'ai, c'est une valeur binaire qui est la même. Hein. Ici, 10, c'est 0B 10 10 en binaire. Et puis, là, c'est la même valeur dedans. Ça, c'est ce qu'on a au début. Maintenant, si j'applique un opérateur binaire, alors par exemple, je fais A AND B, je fais le et avec chacun des bits de A et chacun des bits de B. Comme tous les bits sont les mêmes ici, eh bien, s'il y a un 1, il va se retrouver dans les deux opérandes, et du coup, le résultat, ce sera 1. Donc en fait, la valeur ici, quand on fait A AND B, eh bien, ça va être un nombre qui vaudra toujours 10. Donc là, passons tout en int, ça ne change rien pour notre exemple ici, mais ce sera plus simple à écrire. Voilà. Si maintenant je fais un ciseau de C, eh bien, ça va afficher la valeur 10. Maintenant, imaginons que je fasse une chose un peu différente. Je vais mettre que des zéros dans B. Si maintenant je fais A et B, je vais faire bit à bit, l'opération binaire avec B qui aura des zéros partout, et puis A qui aura 2, 1 à l'intérieur. Donc on va faire la valeur 10, qu'on peut aussi écrire comme ça. On peut aussi écrire 10 comme ça, ou on peut écrire 10 comme ça, c'est la même chose. Si maintenant je fais le et bit à bit, donc ces deux bits ici, ces deux bits là, et ces deux bits là, et ces deux bits là, bah ça va me donner 0 partout, donc le résultat va être 0. Si maintenant j'ai changé un peu le motif des bits, vous avez vu, je fais un OR, et bien 1 OR 0, ça va donner 1, 0 OR 1, ça va donner 1, 1 OR 0, ça va donner 1, 0 OR 1, ça va donner 1. Donc il va y avoir des 1 partout dans ce nibble là, donc dans ces 4 bits. Et puis ces 1 partout, quand on va les afficher, ça va nous donner la valeur 15, parce que c'est lorsqu'on a 4 bits à 1, ça correspond à F, et donc ça va donner 15. Voilà un petit peu les explications pour les opérateurs binaires, comment ils fonctionnent. J'espère que ça vous aide à comprendre ce qui se passe ici. Finalement, et c'est la dernière question qu'on va regarder ensemble peut-être aujourd'hui, dans le 2019, question 7a, on ne peut pas utiliser des if et switch. Alors je vais regarder avec vous la question 7a. 7a. Oui. Donc cet exercice, si vous ne l'avez pas encore regardé, il fonctionne comme suite. On vous demande de faire un petit programme composé de plusieurs fonctions qui permettent de compter combien de jours séparent deux dates dans le calendrier. La première fonction qu'on doit écrire, c'est la fonction endDays,
qui permet de déterminer combien de jours il y a dans n'importe quel mois de l'année. Alors, vous connaissez peut-être ce truc avec les doigts où on fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Puis on peut savoir combien il y a de jours si on est sur le sommet d'une phalange ou dans le creux. Ça c'est 31, ça c'est 30. Là, j'explique une autre manière pour calculer le nombre de jours dans le mois, qui est la suivante en fait. C'est-à-dire que jusqu'au mois de juillet y compris, les mois impairs ont 31 jours et les mois pairs ont 30 jours, sauf février qui, dans cet exercice-là, a toujours 28 jours. À partir du mois d'août, les mois pairs ils ont 31 jours alors que les mois impairs ont 30 jours. Ce que je dis ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser de switch ou un if pour énumérer tous les mois de l'année, parce que sinon, ce qu'on pourrait écrire, on fait un switch case qui reçoit le numéro du mois, et puis en fonction du numéro du mois, ben, on dit si c'est 1, ça fait 31, si c'est 2, ça fait 28, si c'est 3, ça fait 31, etc., etc. Là, je demandais explicitement de faire autre chose, et du coup, la question qui vient là autour, c'est est-ce qu'on peut faire avec 5 boucles for, une pour février, 2 pour les impairs jusqu'à 6, et depuis 6 et 2 pour les pairs. Oui, alors l'idée c'est effectivement d'écrire ici une boucle for qui, en fonction, on va mettre un if devant, et puis si les... Alors, peut-être on peut regarder directement la solution comme ça. Je n'ai pas besoin de la réécrire, puis on gagne un peu de temps. Voilà. Il n'y a pas vraiment besoin de faire un for en fait, parce que là... Alors le mois de février c'est spécial, mais si le mois il est plus petit que 7 et que le mois il est pair, alors on retourne 30, sinon on retourne 31. Et pour le reste, si on est plus grand que 7, donc les mois 8, 9, 10, bien on fait ce calcul là. Donc il n'y a pas vraiment de for ici. Alors il n'y a pas vraiment de raison de faire une boucle for non plus. Par contre, on va mettre des if pour pouvoir contrôler, un peu comme j'ai présenté là. Ça, c'est une manière d'écrire les choses. J'espère que ça vous a aidé. Ah, là, vous voudriez qu'on parle du ou logique. Alors, on peut encore faire cette question-là, volontiers. Le ou logique. Alors, pour le ou logique... on peut considérer qu'on a des valeurs booléennes. Ben là, on peut faire la même chose qu'on a montré tout à l'heure, mais sur un seul bit à la fois, si vous voulez, en disant la chose suivante. Bien, dans F, je mets D ou E. Ça, c'est le OU logique, c'est pas le OU binaire, c'est le OU logique. Donc c'est comme un OU binaire, mais sur un seul bit, si vous voulez. L'opérateur est différent. Et là, en fait, ben, j'aurai true ou false. Le résultat, ce sera true. Et si j'affiche ce résultat, ben, on doit normalement avoir true, qui est une valeur booléenne. Donc là, il faut faire attention. Ces opérateurs-là, eh bien... ont besoin, cet opérateur ici a besoin à gauche d'un booléen, à droite d'un booléen, et ça produit un booléen. Donc si j'exécute ce code-là, eh bien ça produit un booléen, comme vous le voyez. Je dois le mettre dans un booléen, je ne peux pas mettre ça dans un int ici. Mon compilateur ne va pas me laisser faire, il va me dire non, ça ne va pas, on ne peut pas convertir un booléen dans un int. Donc voilà pour les valeurs booléennes. Ces opérateurs-là, eh bien, on a le OU, on a le et, on a également l'opérateur not, qui s'écrit comme ça. Donc ça se lit si non D et E, eh bien, ça fait quelque chose. Vous connaissez aussi le théorème de De Morgan qui nous dit qu'on peut convertir ça en ça si on veut, qu'on peut appliquer également. Voilà, donc les opérateurs binaires on a traité. Voilà. Je propose d'en rester là pour aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, si ça vous va.
Dans tous les cas, j'espère que ça a été. Alors peut-être je vais rajouter une question en live comme ça. Voilà. Alors comme ça, vous pouvez me dire si vous avez trouvé que ça a été ou pas durant cette présentation. Ouais. Le son du début, je suis d'accord avec vous que c'était pas terrible et je m'excuse encore pour ça, ce sera réglé dès la prochaine fois sans faute. Ouais, c'est toujours compliqué les interactions. L'avantage de Teams, c'est que vous pouvez parler avec votre micro, mais dans mon expérience de l'année passée, les gens le faisaient très peu. Donc je pense que là, ça a un avantage, c'est qu'on peut réagir un petit peu quand on a envie et un peu comme on a envie en restant un peu anonyme, ce qui est un avantage, quoi. Ok. Merci beaucoup pour vos feedbacks en tout cas. On va améliorer tout ça encore par la suite, bien entendu. L'important, c'est de se préparer pour l'examen de vendredi. Donc, je reste à disposition, les assistants aussi restent à disposition. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à faire appel à nous. Vous nous dérangez jamais, on est là pour ça, on est là pour vous, c'est notre travail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on le fait bien volontiers ces réponses. Et puis on se retrouve sur Teams jeudi matin à 10h10 pour l'examen. Bonne préparation, bon courage pour les cours et bonne suite de journée. Merci beaucoup, au revoir.